Salutations voyageurs. Ah, Reddit, un endroit aussi formidable que flippant. Lorsqu'on plonge dans le thread No Sleep particulièrement, on en découvre des choses. Histoire vraie, conte d'horreur, à vous de juger en commentaire. Je vous raconte une en particulier aujourd'hui, alors installez-vous bien, sirotez votre boisson chaude préférée et découvrons ensemble ce récit. J'ai trouvé une cassette vidéo sur la plage il y a quelques semaines. Quelques détails avant de commencer mon histoire. Je vis dans le nord de la Californie, dans une petite maison de ville avec ma petite amie. J'ai décidé de changer les noms des personnes et des lieux par prudence. Je ne veux pas que quelqu'un aille à la plage où j'étais pour essayer de trouver des indices et qu'au lieu de cela, il trouve les ennuis que j'ai trouvés. Je suis désolée que ce texte soit si long. J'ai essayé d'être aussi bref que possible. Vous devez comprendre que j'ai à peine dormi ces derniers jours et qu'il m'est difficile de mettre de l'ordre dans mes pensées. Samedi 26 mars, John et moi avons trouvé le caméscope à moitié enterré dans le sable de la plage de Stinson. Quand je l'ai sorti du sable, de l'eau s'est écoulée de l'intérieur du caméscope. Il y avait du sable dans tous les recoins et il manquait la batterie. Nous l'avons séché avec une serviette de plage et avons ouvert le lecteur de cassette. Il y avait une cartouche de cassette numérique à l'intérieur du lecteur, avec une tête en plastique jaune et un logo Panasonic, mais pas d'étiquette ni d'autocollant. Il semblait que le caméscope lui-même était pratiquement détruit, mais nous nous sommes dit qu'il serait peut-être possible de récupérer les données sur la bande elle-même. J'avais chez moi un ancien caméscope numérique Sony qui utilisait le même type de bande. J'ai emporté la cassette et le caméscope à l'intérieur lorsque John m'a déposé à la maison plus tard dans la journée. Je l'ai posé sur le bureau de mon ordinateur et je l'ai oublié pendant près d'une semaine. Jeudi 31 mars. John est revenu le jeudi suivant et a vu la cassette sur mon bureau. Je lui ai dit que j'avais oublié et que je n'avais même pas eu le temps d'essayer de la lire. Nous avons inséré dans mon caméscope Sony la cassette et l'avons branchée sur le port FireWire de mon PC. Nous avons ouvert l'application vidéo capture de Roxio et lui avons demandé de rechercher des séquences sur la cassette. Une seule scène est apparue à l'écran. Je vais vous la décrire du mieux que je peux. Une femme se trouve à quelques mètres devant la caméra. Elle est dos à la caméra et marche sur un étroit chemin de terre, peut-être même un sentier de chevreuil. De hautes herbes sèches et un petit buisson bordent les deux côtés du chemin. D'après l'éclairage, il s'agit probablement d'une scène prise tôt le matin ou le soir. Le ciel est sans nuages et teinté d'une douce couleur orange. À part le bruit des pas, on n'entend que le cri des mouettes et le doux bruit des vagues de l'océan qui se brisent sur le rivage au loin. Elle porte ce qui était auparavant un maillot de bain, une pièce. La partie supérieure a été déchirée ou découpée et pend maintenant sur ses hanches. Elle est nue à partir de la taille. Des dizaines de zébrures et de coupures rouges affreuses lui traversent le dos. On dirait qu'elle a été fouettée ou battue avec un bâton. Une corde fine, ressemblant davantage à de la ficelle, a été utilisée pour lui lier les mains dans le dos. La corde est tellement serrée contre ses poignets que l'on peut voir que ses mains ont commencé à prendre une teinte bleue à cause du manque de circulation. La ficelle lui entaille la peau et des petits ruisseaux de sang coulent le long de ses mains et de ses doigts, s'écoulant sur le chemin de terre derrière elle. Au vu de la scène, elle ne fait que quelques dizaines de pas, le clip ne durant que 30 secondes. Juste avant la fin du clip, on entend la voix d'un homme. « Tu filmes ? Tu n'as pas intérêt à filmer. Je t'ai dit d'attendre qu'on soit à l'intérieur. » Et le clip se termine. John et moi avons été troublés par cette courte scène de la cassette. Elle semblait authentique. Une vidéo amateur qui aurait mal tourné. J'ai essayé de copier le clip sur mon ordinateur, mais à chaque fois que nous avons lu le fichier, il n'y avait que des lignes vertes brouillées et aucun son. John a pris la cassette avec lui lorsqu'il est rentré chez lui plus tard dans la soirée. Il voulait essayer d'utiliser son MacBook et le caméscope de ses parents pour voir s'il pouvait récupérer le clip sur son ordinateur. Il a dit que c'était peut-être juste un problème avec mon câble FireWire. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Vendredi 1er avril. À ce stade, je ne vois rien d'inhabituel. Un vendredi de travail normal, pas différent des dizaines d'autres vendredis qui l'ont précédé. J'ai appelé John pour lui demander des nouvelles de la cassette, mais il m'a répondu qu'il n'avait pas eu le temps de la regarder à nouveau
mais qu'il allait passer chez ses parents après le travail et leur emprunter le caméscope pour le week-end. Dimanche 3 avril. John m'appelle. C'était dans la soirée, un peu avant 19h je crois. Il a l'air excité et je me dis qu'il a réussi à enregistrer le clip sur son MacBook. La vidéo est lue mais le son est absent. Je lui dis de mettre la vidéo en ligne, mais il veut plus de temps pour essayer de faire fonctionner le son aussi. Mercredi 6 avril. Impossible de joindre John depuis 2 jours. Les appels tombent directement sur la boîte vocale. Finalement, il m'appelle mercredi, juste au moment où je m'apprête à quitter le travail pour rentrer chez moi. Je ne pense pas l'avoir remarqué sur le moment, mais en y repensant, sa voix était étrange. Il n'avait presque aucune inflexion dans son discours. C'était plat et sans émotion. Je pensais qu'il appelait au sujet de la cassette, mais lorsque j'ai posé la question, il m'a dit que ce n'était plus important. Il m'a dit qu'il avait trouvé quelque chose et que nous devions retourner à la plage. Il faut presque 2 heures pour se rendre à Stinson depuis chez moi, et je lui ai dit qu'il était hors de question que j'aille là-bas un soir de semaine après le travail. Et même si j'y arrivais, il ferait presque nuit lorsque nous y arriverions. Pour une raison inconnue, cela a semblé le mettre en colère. J'ai promis d'y aller samedi avec lui, mais ce n'était pas suffisant. Il m'a dit qu'il devait y aller ce soir-là, qu'il y avait quelque chose de très important. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait quelque chose à me montrer. J'ai demandé ce qu'il avait à me montrer, mais il m'a dit que je devais le voir par moi-même. Finalement, il m'a traité de connard borné et a raccroché. Jeudi 7 avril. John ne répond pas à mes appels. Sa boîte vocale indique qu'elle est pleine et qu'elle n'accepte pas de nouveaux messages. Vendredi 8 avril. Lorsque je me lève pour prendre une douche le matin, il y a une petite quantité de sable mouillé étalée sur le fond de ma baignoire. Je pense que Sarah a peut-être commencé à rincer son maillot de bain depuis notre séjour à la plage il y a 2 semaines, bien que je ne vois pas son maillot suspendu pour sécher dans la salle de bain. C'est un peu déroutant, mais je l'oublie dès que je pars au travail. Ce n'est que maintenant que je réalise que c'était le début des événements étranges qui allaient me conduire à l'état de frénésie dans lequel je me trouve aujourd'hui. Plus tard, au travail, mon téléphone sonne pour indiquer que j'ai un message. Je n'avais pas remarqué que le téléphone sonnait, mais ce n'est pas tout à fait inhabituel car je n'avais pas la meilleure réception du monde. À l'intérieur du bureau. Ce n'est certainement pas la première fois que cela se produit. Je tombe sur ma boîte vocale et c'est un message de John. Il semble à nouveau calme, sans la moindre trace de sa colère passée. Je retourne à Stinson demain matin. Rejoins-moi là-bas. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Je termine ma journée de travail et je rentre chez moi. Je décide de parler à Sarah de la cassette et du comportement étrange de John, mais quand je rentre à la maison, elle n'est toujours pas rentrée du travail. Je me prépare à dîner et je regarde la télévision, mais je n'ai toujours aucun signe d'elle. J'appelle son travail et on me dit qu'elle est partie à la fin de son service à 16h. J'appelle sa mère à Los Angeles pour lui demander si elle a eu des nouvelles de Sarah, mais elle n'en a pas eu et semble aussi inquiète que moi. Je m'endors sur le canapé en regardant la télévision. Samedi 9 avril. Sarah n'était toujours pas là quand je me suis réveillée samedi matin. Il n'y a aucune chance que j'aille voir John si Sarah n'est pas là. Je vais sur Internet pour essayer de trouver des rapports d'incidents de la route survenus vendredi soir, mais il n'y a rien. Finalement, je décide d'appeler le bureau du shérif. Ils me disent que je peux déposer un rapport de personnes disparues, qu'il n'y a pas de période d'attente pour le faire. Je leur donne tous les détails et ils me promettent de me rappeler dès qu'ils auront des nouvelles. La mère de Sarah me rappelle dans la soirée. Elle est très contrariée que personne ne trouve la trace de sa fille. Dimanche 10 avril. Je me réveille d'un cauchemar les plus vifs aux premières heures du dimanche matin. Dans mon rêve, je dors dans mon lit blotti contre Sarah. Je me réveille et j'ai très froid. Le lit est totalement imbibé d'eau et presque gelé, et il pue le sel et les algues. Tout est mouillé, le matelas, les oreillers, les couvertures, tout. Mes bras entourent Sarah et son corps est aussi froid que l'eau, peut-être même plus froid. Je me redresse et j'allume la lampe à côté du lit. Sarah est endormie sur le côté, dos à moi, et je vois que ses bras ont été attachés derrière elle avec de la ficelle. Le nœud est si serré qu'il a rendu ses mains bleues et que du sang suinte des entailles de ses poignets. Je suis paralysée par une terreur absolue.
celle que l'on peut ressentir que dans un rêve. Lentement, Sarah bascule du côté sur le dos et je peux voir son visage. C'est elle, mais elle a l'air déformée. Son visage est trop large et son nez semble aplati et écrasé. On dirait presque qu'elle est pressée contre un morceau de verre. Ses yeux sont brillants et luisants, sa bouche est figée dans un rictus terriblement large. Il y a beaucoup trop de dents dans sa bouche. Elle me dit qu'elle doit me montrer quelque chose. Je me réveille dans un lit vide, baigné de sueur et emmêlé dans les couvertures. Je jure que je peux encore sentir l'odeur de l'océan. Finalement, je quitte la maison pour aller chercher de la nourriture. À mon retour, je remarque des empreintes de pas humides et sablonneuses qui partent de la pelouse jusqu'à ma porte d'entrée. Un morceau de ficelle humide est enroulé autour de la poignée de la porte. Lorsque je la détache, je remarque que mes mains sont tachées d'un rouge terne. Lundi 11 avril. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai appelé au travail et j'ai dit que j'étais malade. Je suis restée sur le canapé toute la journée à regarder la télé et je n'ai pas d'appétit. À un moment donné, j'ai dû m'assoupir sur le canapé avec la télévision allumée. Je me réveille et la télévision fait du bruit. Un reportage local est diffusé et le journaliste hurle, presque en criant, son reportage. Il s'agit d'un reportage sur des centaines de cadavres échoués sur la plage la nuit dernière, tous avec les mains liées dans le dos. Il regarde directement la caméra, presque comme s'il me regardait et dit « Il faut que tu descendes sur la plage, il y a quelque chose que je dois te montrer. » La télévision s'est éteinte, mon appartement est glacé et je sens l'odeur de l'eau salée. Mardi 12 avril. Encore une nuit de sommeil agité, mais au moins pas de rêve. Je suis épuisée par le stress et le manque de sommeil. Il est difficile de garder mes pensées en ordre. J'ai appelé mon travail pour leur dire que j'étais toujours malade. Pour une raison que j'ignore, je ne veux pas qu'ils sachent que ma petite amie a disparu. Dans la soirée, un adjoint du bureau du shérif m'appelle. Il m'a dit qu'il avait trouvé la voiture de Sarah abandonnée dans un parking près de la plage de Stinson. J'ai essayé de lui poser d'autres questions, mais il semblait insaisissable et ne voulait pas me donner de réponse claire. J'espère qu'il ne pense pas que je suis un suspect dans sa disparition. Il m'a dit que je devais les rencontrer à Stinson demain matin, à la première heure, pour qu'il puisse me poser des questions. Ne devrait-il pas vouloir m'interroger au bureau du shérif ? Avant de raccrocher, il m'a dit qu'il était impératif que je sois à Stinson demain. Il a dit qu'il avait quelque chose qu'il devait me montrer. J'ai appelé les parents de Sarah et son père a répondu. Je leur ai dit que l'adjoint avait trouvé sa voiture. Il me répond que ce n'était plus important et que tout allait bien se passer. Assure-toi de rencontrer l'adjoint demain matin, d'accord ? Il y a quelque chose que tu dois voir. Mardi 13 avril. Un autre cauchemar. J'espère que c'était un cauchemar. Je suis tellement fatiguée de ne pas avoir dormi qu'il m'est difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Dans mon rêve, j'étais de nouveau couchée dans mon lit. L'horloge indiquait 3h28 du matin. Je me suis réveillée en entendant un léger bruit de tapotement provenant de la fenêtre de ma chambre. J'ai essayé de l'ignorer et de me rendormir. J'ai entendu le tapotement 2 fois de plus, puis la voix de Sarah. « Walter, je sais que tu es là. Laisse-moi entrer. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Walter ?» La fenêtre de ma chambre se trouve au 2e étage. Je suis descendue en courant, le regard fixé sur le sol, effrayée parce que je pourrais voir à l'extérieur de la fenêtre, même si les stores étaient fermés. Je me suis réfugiée dans la petite chambre d'amis bureau du 1er étage et j'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas dormi de la nuit. La maison est de nouveau remplie d'odeurs de l'eau de mer, mais plus forte qu'auparavant. Mercredi 14 avril. Je suis terrifiée et presque fou d'envie de dormir. Je ne sais pas quoi faire, ni à qui demander de l'aide. Je sais que je ne peux pas rester enfermée dans cette pièce toute la journée. J'ai décidé d'écrire tout ça et de le poster en ligne, quelque part où les gens pourront lire, mais ne me prendront peut-être pas au sérieux. J'ai peur de ne plus jamais pouvoir rentrer chez moi, mais je dois aller à Stinson pour parler au shérif. Il a déjà appelé 2 fois pour me demander où j'étais,
et s'il ne devrait pas simplement envoyer quelqu'un pour venir me chercher et me conduire jusqu'à la plage. Alors là, pour le coup, je veux bien voir la suite. Partage inspiré de faits réels ou histoire complètement inventée? Qu'en pensez-vous? Et si cette histoire était adaptée en film d'horreur, vous iriez le voir au cinéma? Dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo si vous avez apprécié l'histoire et cliquez sur le bouton abonner pour pouvoir suivre les prochaines histoires et me motiver à continuer. Merci. À bientôt.